Au théâtre de l'Atelier à Paris jusqu'au 29 novembre. Vous jouez Crise de nerfs, 3 pièces courtes de Tchekhov, 3 farces. Juste, il est amusant ce mot farce, on ne l'utilise pas forcément beaucoup. Oui, pour ce qui concerne Tchekhov, je crois que c'est pas tout à fait exact. Ces 3 pièces, c'est 3 pièces en un acte, mais qui, comme dans tout Tchekhov, sont une sorte de petit pont entre les deux extrêmes qui nous lient tous, qui sont la farce et le tragique. Et ce qu'il y a de magnifique dans Tchekhov, c'est qu'on est toujours à la lisière des deux. Dans la même phrase, on peut tout à fait se trouver aussi bien dans la farce que juste après dans le tragique. C'est ce qui fait le génie de Tchekhov. On est toujours trimballé humainement entre deux excès, quoi. C'est ça qui est très beau et très réjouissant. Et je crois qu'on vous a toujours dit que vous étiez fait pour Tchekhov. Et vous avez mis du temps. Oui, bon, enfin des gens qui me connaissent ou qui me suivent, enfin qui ont vu quelque chose au théâtre de moi, m'ont dit tu devrais, et je ne sais pas pourquoi ça ne s'est jamais présenté, sauf là finalement 2 fois de suite puisque j'interprète ça, mais parce que aussi j'ai la chance d'avoir rencontré le metteur en scène qui est d'ailleurs considéré au monde comme un des spécialistes de Tchekhov, qui est Peter Stein, qui est un des plus grands metteurs en scène du XXe siècle. Et puis ensuite on a enregistré ce que vous verrez plus tard à la télévision. Vania, que j'ai réalisé. C'était cet été, hein? Là, oui, et j'avais une distribution magnifique. Et il y a un rôle rencontre de Vania avec François Morel qui est absolument étourdissant, enfin très très émouvant et autour duquel il y a une distribution absolument splendide. Et je suis très content de ce Vous avez une bonne tête de déglingué quand même. Oui, sur l'affiche, pardon, si je puis me permettre. Hein. Oui, c'est une photo qui me prend dans un moment d'excès, peut-être. Voilà. Mais bon, oui, bien évidemment, il s'agit d'un acteur qui est totalement bourré, non, qui est ivre-mort. Pourquoi? Parce que c'était sa toute dernière, c'était son jubilé. Et donc il s'en est parmi et il s'est endormi dans sa loge et il se réveille dans un moment assez tragique d'ailleurs, qui est une salle vide, un théâtre vide. Oui, il n'y a pas de public. Il n'y a rien de plus frappant, touchant, bourré de fantômes qu'un théâtre vide. Ça c'est vrai, c'est une chose que j'ai vécue et qui est tout à fait étonnante. Et donc on a droit à une sorte de monologue dans lequel il va entre la nostalgie de ses anciens rôles, soit ceux qu'il a joués, soit ceux qu'il a imaginé jouer, et puis des réflexions pas si gai ou si tranquille sur l'âge, la mort, la fin d'une carrière, enfin le chant du cygne. C'est le chant du cygne, c'est une de ces 3 courtes pièces dont on va regarder un extrait. David est subjugué, vous allez comprendre pourquoi. Personne ne m'aime. Mais le public, vous aime. Facile. Mais pas le public, il est parti, il est mort, le bouffon, il a oublié. Mais non, personne ne m'aime. Ni pieds, tout ça. Je n'ai pas de femme, je n'ai pas d'enfants, de petits-enfants. Cette fausse, elle a bouffé, elle a avalé 55 ans de ma vie. Et je ne m'en rendais pas compte jusqu'à aujourd'hui, mais aujourd'hui, en me réveillant ce matin, j'ai regardé derrière moi. C'est terrible, c'est l'angoisse, j'imagine, de beaucoup d'acteurs, cette fosse vide, ce retour en arrière en se disant j'ai tout dédié à la scène. Je m'empresse de dire qu'on démarre par cette pièce qui est en effet assez troublante et qui peut toucher pas mal d'entre nous, puisque moi j'ai 71 ans. Merde. Et à un moment, je dis, j'ai 70 ans, c'est bientôt le temps de mourir. Ding, ding, on ferme, c'est déjà la limite. Donc tout ça, c'est vrai que ça résonne un peu, quoi. On y pense un petit peu. Mais Dieu merci, après, il y a des choses un peu plus il y a la scène des méfaits du tabac. Donc les méfaits du tabac, qui est un petit chef-d'œuvre. C'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est un homme qui n'arrive pas du tout. Il a une conférence à faire. Sa femme lui a intimé l'ordre de faire une conférence sur le tabac. Il essaie tant bien que mal, mais il ne peut pas s'empêcher de parler de sa propre vie, qui est un désastre absolu, et sa femme qui est une calamité absolue. Et ça, alors là, on est dans du pur Tchekhov, et vraiment, on passe sans arrêt de l'émotion la plus terrible, la solitude la plus extrême, au comique le plus franc. Et puis après, ça se termine réellement comme une espèce de bulle de champagne. Alors là, on est purement dans la farce absolue, avec une demande en mariage, rythmiquement que dans l'expression, que dans le jeu des acteurs, et c'est la demande en mariage qui est un chef-d'œuvre d'équilibre entre le rythme, le rire. Il y a un rire à chaque réplique. Je
j'écoute tous les soirs en me disant, mais non, c'est vraiment du génie, quoi. C'est comme Molière, c'est incroyable, la science absolue du rythme et de l'efficacité. Et la construction des 3 pièces est très bien faite, effectivement, parce qu'on commence par de la tragédie, même s'il y a des moments assez drôles, et puis on termine par cette bulle de champagne. C'était important pour vous, cette progression? Vous savez, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance que Peter Stein ait envie de continuer à travailler avec moi, et moi, j'avais le rêve qu'on continue ensemble. Et comme je savais qu'il était le spécialiste de Tchekhov, je dis, mais pourquoi on ne ferait pas ces petits Tchekhov dont on sait qu'ils sont très célèbres dans les cours d'art dramatique. Tout le monde a fait La demande en mariage, Les méfaits du tabac, etc. Et par contre, le public connaît très très mal ces toutes petites pièces. Et Tchekhov lui-même avait une forme de mépris pour ça, alors même qu'il a connu d'énormes succès avec ces pièces-là. C'était au tout début de sa carrière, hein, ce sont des pièces qu'il a écrites. Et d'ailleurs, le premier, Le Chant du Cygne, est inspiré d'une petite nouvelle qui s'appelle Calcas. C'est le rôle qu'interprète ce vieil acteur. Et donc voilà. Mais en fait, il avait bien tort de mépriser ça, parce que c'est réellement des petits bijoux incroyable de délicatesse et d'humanité, quoi. C'est pas étonnant que ce soit enseigné en cours de théâtre, parce que il faut véritablement être un acteur pour se coller à ces textes. Et alors moi, je vous ai observé, parce que vous êtes quasiment seul sur scène, même si dans la première, pièce, vous avez un souffleur qui arrive, et qui est d'ailleurs un complément merveilleux au personnage, puisqu'il est aussi frêle que vous êtes massif, il est aussi plein d'espoir malgré tout que vous êtes désespéré. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous avez dû dire dans une interview qu'on ne peut pas dire un texte si le corps n'y est pas engagé tout entier. Il me semble que vous avez dit ça. Et c'est pas la première fois que vous venez sur ce plateau. Et à chaque fois que je vous vois arriver, il y a une lenteur maîtrisée en vous. Il y a une façon de mettre votre masque dans votre poche, de poser vos mains, de prendre la parole. Vous avez été étudié, hein ? Je vous regarde parce que vous êtes un acteur, et qu'un acteur, il est aussi là pour être regardé. Et je voulais savoir, vous parliez du rythme de Tchekhov tout à l'heure, je voudrais savoir comment vous avez apprivoisé cette lenteur pour faire qu'on vous suive dans cette lenteur, un peu comme une stripteaseuse, on la suit, et on la suit pas parce qu'elle est nue, mais on la suit parce qu'elle est lente, et qu'elle met du temps à enlever ses vêtements. Et je l'ai vraiment appris d'une stripteaseuse, cela, mais... Voilà. C'est un travail d'investigation. Mais non, mais je pense que c'est là. Si on s'intéresse au métier de Jacques Weber, je pense qu'il faut prendre le temps de lui dire ces choses-là, parce qu'on est au cœur de votre métier. Je vais essayer d'être rapide, mais d'abord, je crois que c'est mon rythme. C'est mon rythme. J'ai toujours été quelqu'un de lourd par rapport à d'autres qui sont plus légers, tout bêtement. Voilà. Et à partir de là, c'est d'ailleurs tout à fait curieux, puisque certaines personnes de ce métier me disait, mais ne joue pas jeune, n'accélère pas. Tu es finalement un acteur lent. Et ce qui est et parallèlement à cela, Pierre Brasseur, qui a été mon maître au début, qui était le monstre sacré absolu, me disait, plus on est lourd, plus il faut jouer léger. Alors la lenteur n'exclut pas la légèreté, c'est ça qui est très intéressant, c'est ce mélange, ce mixte qui est intéressant. Mais vous constaterez que tous les acteurs ont un rythme tout à fait particulier, rythme sautillant, rythme trépignant, rythme lourd et féminin. Je pense au monstre d'entre nous, le roi Depardieu. C'est féminin et très léger, et totalement massif. C'est voilà. Alors, je pense que ça se travaille pas. En tout cas, moi, je n'ai jamais travaillé ça. Et d'ailleurs, la grande erreur que l'on fait souvent, c'est de dissocier la tête et le corps. J'ai souvent pris pour image, je disais que les acteurs français me faisaient souvent penser, dans la façon dont on les faisait travailler, je les attaque pas en tant que je les critique pas du tout, hein. Mais au Pierrot Gourmand. Pierrot Gourmand, il y a une tête séparée par un grand plateau, une sorte de plat qui, moi, me faisait penser à un plateau d'argent sur lequel on mettait une tête coupée. Et puis, le corps n'était plus qu'une chose fantomatique et blanchâtre. Et c'est vrai que le corps est souvent oublié dans l'enseignement, enfin, je vous parle de 20 ans, quel est moi le 20 ans, ne pas connaître. Voilà. Et donc, j'étais de cette école-là où on travaille plus, à mon avis, mon humble avis, avec la tête. Et désormais, on a enfin compris qu'il ne faut surtout pas dissocier corps et esprit. Corps et esprit. Il faut vraiment
tout le corps, comme le violoniste, c'est l'épaule, comme le boxeur, qui est engagé pour pousser le cœur, comme disait Isaac Stern. Donc ça, c'est très, très important de bien réconcilier les deux. Voilà. Ouais. Et c'est en cela, vous qui connaissez mieux le cinéma que moi encore, parce que moi, j'ai fait assez peu de cinéma. Prétention. Non, mais je n'ai pas de prétention. Je connais très mal le cinéma, j'en ai fait très peu. Je fais des incursions comme ça, avec joie d'ailleurs, mais bon. C'est l'histoire de l'acteur nu. Dont parlait Truffaut, qui était un résumé extraordinaire de ça. Ces acteurs qui arrivent entièrement dans l'image et voilà, qui sont entièrement eux. Après, il faut aller plus loin, il faut se méfier de cette histoire d'être soi-même, de n'être que soi-même, c'est pas forcément extrêmement intéressant. Il faut un petit peu plus de travail que ça, on imagine. Voilà une belle réponse à votre choix de question, David. Moi, je peux prendre ma retraite aujourd'hui. Au revoir, David. Jacques Weber m'a donné tous mes points et je vais partir sur la Côte d'Azur. Voilà. Alors, vous évoquiez cette... Oh, votre... C'est pas grave. Alors, vous savez, je vais vous raconter... Ça vous est déjà arrivé au théâtre? Je vais vous raconter une histoire. Allez, allez, c'est parti. Ah oui, il faut que je raconte cette histoire. Allez. Alors un jour, je suis en costume d'Alceste. On vous dit, je devrais châtier sans pitié, dring, dring. Et moi, je supporte pas, comme n'importe quel acteur, les télé dans la salle. Ouais, bien sûr. Bah oui. Ah non, on devrait châtier sans dring, dring. Alors je regarde la salle avec un air furibard. Je dis, quel est le con? Franchement, dring, dring. Dans mon costume du 7e, c'était mon téléphone qui sonnait. Mais ce qui vient de vous arriver, je rajoute un petit truc, mais après vraiment je m'en vais. Allez-y. Ce qui vient de vous arriver, c'est un procédé théâtral. Là, c'est le hasard qui le fait, mais au théâtre ou dans la tragédie, il y a toujours, je sais pas, on appelle ça le Deus ex machina, qui vient relancer le. Là, ça nous relance. Effectivement. Et là, vous l'avez fait admirablement bien. Vous avez vu le sens de l'improvisation tout de suite, paf, la petite formule qui va bien. Alors, on parlait de lenteur, mais il y a aussi quelque chose de virevoltant dans votre jeu et qui est appuyé par les deux acteurs qui sont super dans magnifique. On va voir dans cet extrait de La demande en mariage. Dieu vous prête à tous deux longue et heureuse vie et tout. Et qu'est-ce que j'ai à rester planté là comme une sauce? Non, mais j'en perds la boule de joie. J'en perds littéralement la boule. Voilà, de tout mon cœur. Et tout, je l'appelle. Vous, si vous allez à la chasse, c'est juste pour vous faire bien voir du compte. Et pour intriguer. Vous êtes un intrigant. Comment? Vous dites un intrigant? Silence. Intrigant. Cornio, Blanc-bec. De rat. Jésuite, silence. Je vais te tirer comme une perdrix avec ma vieille pétoire, mais jaune. Tout le monde le sait que... Feu, votre femme, elle vous battait. Ah, c'est comme dans la tête. Papa, c'est vrai ça? Pas du tout. Je tombe. Vous vous en donnez à cœur joie, là. Là, on s'amuse comme des fous. Mais je dois dire, franchement, ce qu'ils ont à faire, Loïc Mourbillard et Manon Combe, c'est extrêmement délicat, puisque il faut qu'ils aillent vraiment dans l'excès. On sait très bien que c'est extrêmement fragile. Vous faites un peu moins, c'est épouvantablement mauvais. Vous faites trop, c'est épouvantable. C'est burlesque. Donc, il faut trouver l'exacte chose, et je dois dire qu'ils le font admirablement. Ils ont été merveilleusement cornaqués, dirigés par Peter Stein. Oui. Moi aussi, d'ailleurs. Vous dites à 70 ans, on se sent très fort, et c'est vrai que vous avez l'air très fort. Vous avez vécu une maladie l'an dernier, et vous pétez le feu. Bah oui, mais c'est plutôt ça qu'il faut toujours voir ce qu'il y a de bien dans ce genre d'événement un peu emmerdant, quoi. Faut bien le dire. Un peu emmerdant, oui. Oui, bah non, soyons très clairs, c'est un lymphome. Bon, bah les lymphomes, il y a deux solutions. Ou il y en a déjà partout, et là, c'est très très risqué. Ou c'est bien circonscrit, ça se soigne très bien. Ça a été mon cas, c'est une chance merveilleuse. À partir de là, bah il y a des moments un petit peu lourds, des médicaments un peu durs à supporter. J'ai eu la chance quand même à ce moment-là de jouer à Avignon. J'étais sur la scène du Palais d'Avignon, tout en ayant mes cheveux qui foutaient le camp et les poisons dans le derrière. Et puis, bah, c'est magnifique de jouer à ce moment-là. C'est une chance qui est donnée. Donc, vous n'avez pas le droit ensuite d'aller vous plaindre. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Et c'est vrai que, et tout le monde m'en avait parlé, après, il y a un rebond extraordinaire. Après, au bout d'un an et demi,
Alors là, on sait ce que c'est que le goût de la vie, on sait ce que c'est, le désir, on sait ce que c'est, et là, envie de bouffer, on sait ce que c'est. Il faut profiter, il faut profiter. Sur l'envie de bouffer, vous avez fait une lecture chez un boucher charcutier. Oui, c'est parce que c'est un ami. Comment c'est possible de se mettre derrière un comptoir avec des poulets, des saucisses et des pâtés? Tu dis du Victor Hugo avec un quart de bœuf derrière toi, c'était chez Desnoyers, et un jour je vais chez lui, alors là c'est la meilleure viande du monde, hein, c'est incroyable, et je dis, oh j'aime bien cet endroit, ça sent la viande, ça sent la bonne bouffe, ça sent la gourmandise et tout, et il y a des tables de bois épaisses comme ça sur le... Je dis, oh, tiens, j'aimerais bien jouer ici. Desnoyers, qui n'a pas l'œil dans sa poche, me dit, oh, tu parles, je faisais chiche. Alors je vais te dire, ça, tu crois pas de seconde. Alors ok, chiche, on y va. Et on y va, et ok. Et donc, je me suis ramené avec mes textes sur la bouffe, sur Hugo, sur tout ça, et je me suis trouvé entre les pâtés, les rillettes et les quarts de bœuf derrière moi. Et dire du Hugo avec des quarts de bœuf derrière soi, c'est superbe. Et vraiment, ça m'a donné d'ailleurs l'envie, mais que j'ai déjà eu à d'autres moments, d'aller jouer comme ça dans des endroits un peu anachroniques, un peu paradoxaux par rapport au théâtre. C'est le meilleur moment. Et c'est peut-être une des solutions, mais bien sûr, mais je vais le faire. Ouais. J'ai déjà fait dans des bistrots, j'ai dit Hugo bistrot, c'est né comme ça, c'est dans un bistrot, j'ai dit, j'aimerais bien jouer là. Pareil, le gars m'a dit, non, mais pas vous, monsieur Weber, c'est pas possible. Si. Vous distribuez du saucisson, puis un petit coup de rouge avant, puis on y va. C'est ça qui est intéressant, parce que vous dites qu'il n'y a pas plus d'1% de la population qui va au théâtre. Et oui, je crois qu'il y a un truc qui dit que les Français qui vont beaucoup au cinéma par rapport aux autres pays européens, ils y vont 2,5 fois par an. À peu près. Tout à peu près. Ouais. C'est terrible. Donc quand on connaît ces chiffres, d'abord on relativise notre importance. Et puis on se dit, mais vous savez, c'est une phrase que me disait toujours Peter Stein, j'adore, on dit, on n'y arrive pas, mais on continue. Voilà. C'est-à-dire on continue, on se bagarre, on se pas trop. Voilà, il faut que... Et ça, c'est très bien. Voilà. Le show must go on.